Véritable plaisir pour moi, Pierre Bilong, de vous retrouver sur les antennes de Canal 7 pour le programme Culture 7, le MAG. Je vous amène tout de suite à regarder le sommaire. La troisième semaine de la mode de Soweto, qui avait lieu du 27 au 30 mai à Johannesburg, a permis à de jeunes créateurs de se faire connaître. Afrique du Sud, l'épave de San José commence à livrer des secrets. Paris retire les cadenas d'amour du pont des Arts. Aux Philippines, les rizières en terrasse sont menacées par la modernité. Argentine, les boulangers d'Amérique latine participent à la Copa América, une compétition qualificative pour la Coupe du monde des boulangers qui aura lieu en France en 2016. Moscou, touché par la crise, les chefs révisitent leur cuisine. Culture 7 le MAG vous emmènera à découvrir l'artiste scène jazz. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le MAG, à tout de suite. Un sommaire qui annonce du bon contenu, c'est ça Culture 7 le MAG, un voyage culturel à travers le continent africain et le monde en général. Nous allons en direction de l'Afrique du Sud, la troisième semaine de la mode de Soweto qui avait lieu du 27 au 30 mai. À Johannesburg a permis à de jeunes créateurs de se faire connaître. La marque Yumiwi s'est frayé un chemin jusqu'à ouvrir un magasin sans monter sur le podium. Au Mexique, des jeunes filles célèbrent leur 15e année d'anniversaire. Un événement qui permet également à ces filles de découvrir des parures de belles robes. Regardez ces images et juste derrière, je suis avec vous. Culture 7 le MAG. Le défilé, un passage obligé pour les stylistes. Mais pour se faire une place sur le podium, ils doivent remplir certaines conditions, notamment avoir un magasin ou vendre leurs vêtements dans plusieurs enseignes. À Johannesburg, la semaine de la mode de Soweto sert depuis 3 ans de tremplin aux créateurs qui se lancent sur le marché. Nous faisons émerger beaucoup de stylistes. Au fil des années, ils évoluent. De créateurs pour les voisins à créateurs pour les magasins. Donc ils viennent ici pour réussir cette transition. Floyd était déjà présent l'année dernière pour présenter sa marque Floyd Avenue. Né dans le fameux township sud-africain, il y vit toujours et devrait bientôt y commercialiser ses vêtements. Ils nous ont mis en relation avec des acheteurs. Et maintenant, les acheteurs vont ouvrir un magasin ici à Soweto. Et nous allons fournir ce magasin. Donc c'est génial. C'est ce que j'ai retiré de venir l'année dernière. Les sœurs Conning n'ont jamais défilé parce que leur marque Yumiwi ne remplissait pas les critères. Mais après des années de travail, elles sont sur le point d'ouvrir leur propre boutique. À Johannesburg, en 3 ans, la marque a bien progressé. Des étals dans les marchés aux puces, des événements de type pop-up, nos propres séances de vente à la maison, puis la participation à la semaine de la mode des créateurs sud-africains. Et enfin, l'ouverture d'un vrai magasin à Melville. La marque a été créée par la grande sœur à Londres il y a 7 ans
Et depuis 2012, toute la famille travaille à son développement à Johannesburg. De l'achat des tissus au marketing en passant par la couture, Eleanor, Angélique et sa mère s'occupent de tout. Leur secret, la polyvalence de leurs vêtements, comme cette robe qui se décline en 16 styles différents. Mais elles ont dû s'adapter au marché sud-africain. Nous devons faire moins en termes de couleurs et d'imprimés en quelque sorte. Parce que nous avons constaté que le marché sud-africain est beaucoup plus conservateur que le marché européen. En Europe, les gens ont beaucoup plus envie d'essayer quelque chose de nouveau et de provoquant. Autre défi, les copieurs, qu'il s'agisse des autres stylistes ou d'industriels. Mais les trois sœurs ont confiance dans le caractère unique de leur modèle et elles comptent bien monter enfin sur un podium pour célébrer le chemin déjà parcouru. Direction le Mexique où près de 200 000 jeunes filles ont fêté leur 15e année de vie comme il est de tradition chaque année dans cette autre partie du monde où les adolescents accordent une importance particulière à cet événement. Environ 10% d'entre elles visitent les 3 conventions annuelles du 15 Fest, un salon de présentation des robes et accessoires pour la fête des 15 ans. Les familles dépensent entre 300 000 pesos et je dirais 1 million de pesos. Certains de nos fournisseurs proposent un package qui inclut l'ensemble de la fête des 15 ans, mais aussi un voyage parfois. Très courtisé pour sa qualité de travail, Alberto Licea est l'un des couturiers énormément sollicités à chaque fois que l'événement a lieu, car il a gagné le respect d'une clientèle très avertie et des jeunes filles qui en demandent toujours plus. Je leur ai demandé le prix des robes. Elles coûtaient toutes entre 900 et 2000 $ américains. Je pensais que je pouvais faire mieux pour un plus petit budget et être plus compétitif. Je suis sur ce marché depuis 5 ans et ça va plutôt bien, grâce à Dieu. Maintenant, je suis un des couturiers incontournables de la fête des 15 ans. Avec une multitude de vendeurs spécialisés dans les événements festifs, ces derniers offrent des services divers, une large gamme de choix pour une réelle satisfaction individuelle. Nous sommes venus spécialement pour avoir une idée des prix et voir les nouveautés pour ma fille qui aura 15 ans le mois prochain. Alors, pour les 15 ans d'anniversaire de vos jeunes filles, rendez-vous au Mexique, pourquoi pas. Des objets issus de l'épave d'un navire négrier portugais, le San José, naufragé au large du Cap en 1794, seront dévoilés mardi en Afrique du Sud, livrant ainsi de précieux détails pour l'histoire de la traite transatlantique. À Paris, les cadenas d'amour du Pont des Arts vont être retirés par la mairie. La ville des amoureux perdra-t-elle son prestige? Regardez ces images. S'il est une découverte, eh bien direction l'Afrique du Sud où des objets issus de l'épave d'un navire négrier portugais, le São José, naufragé au large du Cap en 1794, seront dévoilés mardi en Afrique du Sud, livrant ainsi de précieux détails pour l'histoire de la traite transatlantique. Une découverte qui montrera sans doute encore une fois qu'aucune distinction ne devrait se faire dans la communauté africaine et que l'Afrique devrait rester un et indivisible.
C'est maintenant un moment important pour faire aller ce projet de l'avant, notamment à la lumière des récents événements xénophobes en Afrique du Sud et des problèmes que nous avons eus de montrer que, vous savez, même si on peut penser que nous sommes simplement sud-africains, en réalité nous faisons partie d'une communauté plus large, mais les habitants du Mozambique font partie de notre histoire. C'est important que nous replacions cela dans un contexte global. Ce bateau qui a coulé en 1794 au milieu de la Révolution haïtienne, quelques années après la signature de la Constitution américaine, lorsque les hommes de loi ont décidé si les esclaves étaient des êtres humains ou non, ou alors qu'aux 2/3. Cette découverte fait de ce navire une pièce archéologique rare pour les historiens travaillant sur la traite transatlantique des esclaves. On rappellera que cette machine transportait près de 400 captifs du Mozambique vers le Brésil, 2 possessions coloniales portugaises à l'époque du naufrage, causées par des rochers sous l'eau à une centaine de mètres des côtes du Cap. Nous sommes en train de mener des recherches afin de dire au monde où ces gens qui ont été oubliés se trouvent à présent. Les historiens estiment que plus de 400 000 Africains de l'Est ont été transportés entre 1800 et 1865 entre le Mozambique et le Brésil. Ce n'est qu'en 2010 qu'un chercheur a fait le lien entre l'épave et le récit du naufrage par son capitaine trouvé dans un fonds d'archives au Cap, relançant l'intérêt pour le Sao José. Si l'an dernier déjà, une partie du grillage de la passerelle s'était effondrée sans faire de victimes sous le poids du métal, il était temps pour la mairie de Paris de procéder lundi dernier en matinée au retrait définitif des cadenas du célèbre pont des Arts. Les personnels de la ville vont enlever 45 tonnes de cadenas qui se sont accumulées. Ce sont les 45 tonnes qui étaient présentes ce matin encore sur le pont des Arts, sachant que nous avons déjà enlevé plusieurs dizaines de grilles pour des questions de sécurité ces derniers mois. On évalue à plusieurs centaines de milliers de cadenas qui étaient présents sur les ponts, entre 700 et 1 million de cadenas. Un acte qui ne trouve pas l'assentiment de tous, car ils sont nombreux qui considèrent que ce lieu est unique, faisant de Paris une ville unique, la ville des amoureux. Cependant, une question se pose à tous les amoureux, que vont-ils faire à l'avenir pour sceller leur amour ? Paris veut rester la capitale de l'amour, Paris veut rester la capitale du romantisme. On souhaite que les couples du monde entier continuent à venir à Paris et qu'ils se déclarent leur flamme à Paris, qu'ils se demandent en mariage à Paris, s'ils le veulent sur le pont des Arts, mais de grâce, sans cadenas, parce que ça abîme le patrimoine, ça abîme le pont. Le pont des Arts, ce cadre historique qui enjambe la Seine et qui offre une des plus belles vues de la capitale, est connu du monde entier pour ses milliers de cadenas d'amour que les couples viennent fixer le long du parapet avant de jeter la clé dans le fleuve. Triste mais vrai, Paris, la ville des amoureux, vient de se priver d'un cadre touristique et du romantisme magique qu'avait cet endroit, mais on comprendra que la pose des cadenas participe à la dégradation du patrimoine et constitue un risque pour la sécurité des visiteurs. J'attends qu'on enlève ces cadenas. Je trouve que ça défigure le pont. Je trouve que les petits ne peuvent plus voir la Seine. Indépendamment du danger que ça représente à cause du poids, que la Seine, ils envoient toutes leurs clés, on parle de pollution, mais alors le Pacifique c'est rien à côté avec dans le plastique. Au bout d'un moment, on ne pourra même plus faire nager un bateau. S'ils retirent les cadenas, c'est qu'ils doivent avoir leur raison. Si c'est pour que le pont n'ait pas autant de poids sur lui, je trouve cette solution raisonnable et je comprends tout à fait. Espérons que malgré le retrait des cadenas, Paris restera toujours la ville où l'amour est célébré. À Mayoyao, le soleil se lève sur un spectacle magistral. Ces rizières, dans le nord des Philippines, sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un héritage de 2000 ans que les anciens de la tribu Ifugao préfèrent ne pas trop romancer.
La vie avant était très dure. Quand vous grandissiez, c'était dangereux de sortir du village parce que les gens des autres tribus pouvaient vous tuer s'ils ne vous connaissaient pas. La vie est meilleure maintenant parce qu'une route a été construite et nos enfants vont à l'école. Pour clôturer la saison des semis, des danses sont organisées. Ici, les traditions sont transmises de génération en génération. Pourtant, de plus en plus de jeunes désertent les rizières pour les grandes villes. Quand nos parents nous disaient d'aller travailler, nous obéissions. Mais aujourd'hui, nos enfants refusent de relever les manches pour travailler sur les terrasses. Ils sont feignants. Au-dessus des terrasses, au cœur des hameaux se dressent des bâtiments modernes. Ailleurs, de nouvelles routes sont tracées, des nouvelles opportunités pour les habitants, mais aussi le risque de voir se développer une jungle urbaine. Une des principales menaces est le rythme effréné du développement de la région. Et par rythme effréné, nous entendons développement anarchique. Même si les anciens restent optimistes, l'économie locale se diversifie et le tourisme gagne du terrain rapidement. Aujourd'hui, l'UNESCO met en garde contre ces mutations, inquiète pour l'avenir des rizières de Mayo-Yao. En Argentine, de nombreux boulangers se sont retrouvés lors d'une compétition, la Copa América. Compétition qui devrait en principe donner accès pour un ticket pour la Coupe du Monde des boulangers qui aura lieu en France en 2016. C'est donc devant plusieurs jurys du concours que les hommes de farine ont livré sur un exercice pratique leur connaissance du métier. Les règles impliquent de cuire un pain typique de son pays. En Argentine, nous n'avons pas de pain qui nous représente à l'étranger. Donc on a utilisé des produits typiques comme la confiture de lait, le matic ou du Malbec qui est un vin pour créer des recettes. Il faut maintenant attendre pour voir ce que le jury pense de nos nouvelles recettes. Notre but était de réaliser toute la production et de finir dans les temps. Et on a atteint nos objectifs. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'espérer et y croire. On peut constater que la 4e édition de la sélection internationale pour la Coupe Louis Le Zaffre, qui avait lieu à Buenos Aires du 29 mai au 4 juin, aura permis de découvrir avec les boulangers mexicains les différents ingrédients utilisés dans cette autre partie du monde. Découvrir des candidats qui utilisent des produits locaux comme le thé, comme la dulce de leche ou le Malbec du vin rouge pour en fabriquer des pains ou des viennoiseries est une très bonne idée. Cela pourrait, dans le futur, qui sait, donner des pains traditionnels d'Argentine. Rappelons que 9 pays d'Amérique latine sont en liste pour remporter une place à la Coupe du Monde des boulangers qui aura lieu en France en 2016. Rideaux tirés, enseignes démontées et panneaux à vendre et à louer, la crise économique a poussé de nombreux restaurants moscovites à mettre la clé sous la porte. Environ 1000 établissements ont fermé ces derniers mois selon la Fédération des restaurateurs et des hôteliers russes. En cause, la crise du rouble et l'embargo alimentaire contre l'Union européenne décrété par la Russie l'été dernier en réponse aux sanctions occidentales pour sa participation dans la crise en Ukraine. Depuis, certains produits importés ont disparu des rayons ou sont vendus à prix d'or. Tout est devenu très cher. Les marges qui existaient l'été dernier ont été drastiquement réduites à cause de l'évolution du taux de change et de l'augmentation des prix, y compris pour les produits locaux.
Tous les cuisiniers ont dû trouver des moyens pour se débrouiller, pour inventer de nouveaux plats à base de pommes de terre, pour ne pas ruiner les clients ni se ruiner eux-mêmes. Les restaurants les plus touchés par la crise sont ceux qui importaient la majorité de leurs produits. Un restaurant italien par exemple importe 40% de ses ingrédients, un luxe devenu inabordable. Un chamboulement gastronomique qui a eu des conséquences parfois inattendues, comme cette vente aux enchères dans le sud de Moscou. Les restaurateurs qui ferment revendent leur mobilier à d'autres professionnels ou à de simples curieux. C'est une opportunité unique pour les gens qui peuvent acheter des choses sympas et pas chères, qui vont aussi bien dans la cuisine que dans le salon. Sur le front gastronomique, la crise a changé la donne. Sur un an, l'inflation alimentaire se chiffre à 16% en moyenne, 30% pour les légumes. Fini les restaurants cuisine du monde aux ingrédients hors de prix, la mode est au manger local. Ce restaurant a revisité sa carte. Objectif, travailler avec 90% de produits russes. Les cornichons, le chou, les pommes de terre et l'orge ont détrôné le risotto de coquille Saint-Jacques importé. La Russie fait des pas de géant et les Russes sont très friands de nouveautés. Ils veulent apprendre auprès des autres et en rentrant en Russie, faire les choses à leur manière, faire leur propre histoire. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Eh bien, c'est avant tout d'utiliser des produits russes. Reste à voir si ce soudain retour aux sources russes se poursuivra une fois l'embargo alimentaire levé et l'économie en meilleure forme. Les dirigeants européens, pour leur part, ne discuteront pas d'une éventuelle levée des sanctions contre Moscou avant fin 2015. Nous allons finir ce programme de Culture 7 le Mag avec un clin d'œil que je vais vous proposer d'aller regarder avec nous. C'est le rappeur Saint Jazz qui arrive dans l'arène du mouvement rapologique au Gabon. Culture 7 vous amène à découvrir dans ce numéro un artiste qui a vu passer de nombreuses années avant de se décider de se lancer lui aussi dans le mouvement rap. Pas encore connu du grand public gabonais, Saint Jazz, tel qu'il est surnommé, pense être bien armé pour se faire un nom dans l'arène rap en Afrique, considérant que le flow, il l'a dans les tripes. Dans les années 90, j'ai commencé avec beaucoup de rappeurs. Déjà, les rappeurs avec qui je traînais à l'époque, c'était les gars surtout qui venaient de Nzayon. Donc, il y a des gars comme le Encha de Slum Dumklen. Il y a eu des gars comme Hors Serré Relax. Et aussi, il faut dire que j'ai été encouragé comme ça par des grands frères comme Ivo Yono, Yves Saint, d'accord, celui qui m'a offert mon premier micro lors d'une soirée culturelle dans les jardins de la Pairie. Avec un maxi-single de 5 titres sur une diversité de thèmes abordés, décembre 2014 a connu sur certaines antennes au Gabon la diffusion du clip Moi-même. J'atterris quand même, machin, skella, Saint Jazz, fils d'Aroun, dernier fils de Magui, mama, on quoi ma maman, Magui, né à l'école, grandi, en traqué, né LBV, ensuite atterri à Megossi. Un morceau qui a ensuite amené l'artiste à sortir pour cette année 2015 une mixtape en hommage aux mamans d'Afrique. C'était pour moi une occasion de rendre hommage à ma défunte mère qui est décédée le 29 décembre 2005. Donc, pour ne pas l'effacer des mémoires de chacun de nous dans la famille, j'ai écrit ce morceau pour rendre hommage à ma mère. Je suis déjà le dernier de ma famille, vous savez ce que ça fait quand on est benjamin. Donc, je voulais bien rendre hommage à ma mère et à toutes les mamans. Décidé et convaincu de son talent, Saint Jazz garde un autre regard sur le rap au Gabon et pense apporter en plus. Le Gabon est riche, notre culture est tellement riche qu'on peut essayer de mettre quelque chose pour en faire un bon rap gabonais. Il faudrait que les gens se disent que
Quand je suis à l'étranger, je vais écouter du rap gabonais. C'est vraiment un rap gabonais, pas un rap calqué français. Et puis on parle du ghetto, HLM et tout ça. Non, rap gabonais, c'est ma panne, ça vient d'ici. Que peut-on dire si ce n'est que Culture 7 et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'artiste. Vous étiez sur le programme Culture 7 Lomag que vous offrent les antennes de Canal 7. Ce fut un plaisir pour moi de passer ces moments avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou sinon une excellente soirée. Portez-vous bien. Merci, à très bientôt. À la semaine prochaine.